première forme de réaction. On a deux autres formes de réaction qui sont très intéressantes. Je dirais trois autres formes. On a eu deux initiatives, cette fois de la gauche, qui visaient l'une à désarmer le citoyen, à lui dire « vous n'aurez plus votre fusil à la maison », vous savez, chez nous c'est une tradition assez longue, vous irez le déposer à l'arsenal. Et la deuxième qui visait à supprimer l'obligation de servir pour tout citoyen suisse. Ces deux initiatives ont été balayées avec une très très large majorité. En revanche, récemment, donc il y a 2 semaines, le peuple suisse vient de refuser le financement de l'achat par l'armée d'avions de chasse Gripen, qui sont des avions de chasse de dernière génération, pas aussi compétitifs que le Rafale, mais qui sont vraiment considérant que, au fond, la justification que présentait le ministère de la Défense et l'état-major de l'armée n'était pas convaincante et que par conséquent, consacrer 3 milliards à ça n'était pas censé. Donc voilà un peu les situations, les réactions citoyennes qui sont en train de se dessiner. Je crois que, et là on rejoint totalement votre souci du discours, c'est qu'il faudrait maintenant habiller ces décisions sur la base d'un discours. C'est-à-dire l'articuler en fonction d'un discours démocratique qui n'est pas, je dirais, la traditionnelle litanie sur les droits de l'homme, la traditionnelle litanie sur l'État garant des libertés, etc., mais l'articuler en fonction de ces décisions très concrètes prises par une majorité de la population. C'est d'autant plus nécessaire qu'on sait très bien que quand l'État ne joue plus son rôle, les gens se font justice eux-mêmes. On en a eu une illustration récemment dans un fait divers, ce qu'on appelle un fait divers en France, sur l'affaire d'un jeune homme qui a été lynché par un groupe de personnes venant d'une cité. Et ceux qui ont la main sur le cœur, la théorie des droits de l'homme comme point de repère, par ce genre de dégradation de la situation, vont voir totalement renverser l'espoir qu'ils pouvaient émettre dans un non-traitement du problème. Donc c'est un vrai sujet. Alors, M. Pichon vient de nous rejoindre, merci. Vous avez pu... le train n'a pas été à la hauteur de la tâche, mais vous l'êtes en tout cas. Alors je vais donner la parole à M. Dimitri Dekochko, qui va se présenter, qui est journaliste. Et sur cette table ronde, j'aurais souhaité avoir le retour de son expérience sur l'instrumentalisation des conflits, puisque dans la pensée dominante, l'instrumentalisation des conflits est quelque chose de fondamental depuis un certain nombre d'années. Je vous cède la parole. Merci d'être là. Merci, bonjour à tous. Je peux revenir juste, avant de commencer, rentrer dans ce que j'avais prévu de dire, réagir sur deux aspects. Un, sur le film. Le film se termine sur la fameuse image de la statue de Saddam Hussein qui est abattue. C'est dommage qu'on n'ait pas insisté sur un procédé qui est très fréquent, c'est que ces images-là sont montrées avec un plan serré. C'est-à-dire qu'on ne voit que les gens qui sont autour de la statue, avec le gamin qui tabasse la statue avec les chaussures, enfin tout très bien, très impressionnant et tout. Il existe un plan large de tout ça. Et là, on voit que, en fait, autour de la statue, il n'y a que, disons, 100 à 200 personnes. Autour, il y a des Marines, et le reste de la place est complètement vide. C'est-à-dire la mise en scène est typique. Et le plan serré est quelque chose de très très utilisé, notamment dans les cas de conflit, dans les cas d'intervention d'armée, dans des cas de manifestation, bien sûr, de façon à ce qu'on ne puisse pas se rendre compte de la dimension réelle de la chose, et de façon à ce qu'on puisse utiliser d'autres procédés sur lesquels je vais revenir, notamment des aspects de personnalisation, d'émotionnel et autres. Et l'autre aspect, c'est sur les deux blocs, ça c'est sur ce que vous disiez. Sur les deux blocs, c'était encore plus compliqué que ça, en fait, au niveau de la guerre d'information de l'époque. C'était que, en fait, et là j'ai eu à faire pas mal, parce que je vivais ici, mais j'ai travaillé en URSS à cette époque-là. Et en fait, l'impact de la propagande occidentale contre l'URSS était filtrée et passait d'une manière telle qu'elle puisse être connue en URSS, grâce notamment au brouillage de radio, grâce à des choses comme ça, de façon à lui donner plus de crédibilité, pour justifier pour la bureaucratie au pouvoir en URSS le fait qu'elle était respectée par le camp d'en face
Et donc, que même si vous deviez faire 2 heures de queue pour vous acheter des chaussures ou des oranges, eh ben, il fallait respecter quand même ceux qui étaient au pouvoir. Donc tout le monde y gagnait. En Occident, on y gagnait parce que ça justifiait des dépenses militaires, quelquefois qui étaient quand même, enfin militaires ou autres d'ailleurs, mais qui étaient souvent au-dessus des besoins. Et donc ça servait certains intérêts. Et puis de l'autre côté, ça servait parce qu'en fait, c'était une légitimation du pouvoir. Et ça, c'était un aspect que moi, je n'ai compris que sur place. Donc, légitimation du pouvoir, c'est-à-dire que... C'est notamment de leurs dépenses, notamment de leur statut, parce qu'ils étaient quand même très coupés eux aussi de la population, hein, ils avaient leur système de privilèges, etc. Ils avaient une grosse dépense militaire eux aussi, et à côté de ça, la population était quand même, bon, ce que les Atriolais qualifiaient de le Congo plus la bombe atomique. C'est une belle image, effectivement. C'était les Atriolais, c'est clair. Bon, voilà. Alors sur ce que je voulais dire, il y a des distinctions. Bon, je vais aller un peu vite, je vais donner des idées principales et puis après, éventuellement, on en discutera. Il y a une grosse distinction à faire entre ce qu'on peut appeler l'information et la communication. Et l'info et la com, aujourd'hui, on en est complètement malade du mélange des deux. La différence entre les deux. L'info, quand vous êtes journaliste, quand vous faites de l'info, vous ne savez pas ce que vous allez dire, ou à quelle conclusion vous allez arriver parce que vous cherchez l'info. Et c'est en général ce qui est le plus difficile dans notre métier. Et c'est ce qui aujourd'hui est de plus en plus oublié. La com, c'est que vous savez ce que vous allez dire, et vous savez que vous cherchez à convaincre des gens d'un certain nombre de choses. Soit de faits, soit de la qualité d'un produit, soit de la qualité d'un régime, soit de la qualité d'un fait quelconque qui va justifier d'autres faits. Ces deux éléments-là, il y a deux autres idées qui viennent aussi pas concurrence, mais logiquement en complémentarité, mais qui sont de facto souvent en concurrence, c'est l'info et la culture, la connaissance. Logiquement, l'info n'est pas culture et connaissance. Elle le devient une fois que les faits entrent dans l'histoire. Or, entrent dans l'histoire les faits qui ont été écrits, qui ont fait l'objet d'une info. Mais la culture, elle doit être acquise par la scolarité, par le système d'éducation, par tout ça. Or, ça aussi, c'est remis en cause. Et bien évidemment, acquérir de la connaissance ou de la culture, c'est difficile. Or, on veut aller vers plus facile. Et quand on va privilégier la com par rapport à l'info, eh ben on va jouer de plus en plus sur l'absence de connaissance en la remplaçant par d'autres moteurs qui vont être des moteurs beaucoup plus instinctifs, beaucoup plus émotionnels, beaucoup plus à première vue. Et là, on va toucher à quelque chose qui va relever de ce dont vous parliez, c'est-à-dire de la transformation du citoyen, avec ou sans fusil, du citoyen en consommateur. C'est-à-dire qu'on va s'adresser à des gens qu'on va être de moins en moins désireux de consulter sur la vie de la cité, et en revanche, qui sont indispensables pour produire et auxquels il va falloir vendre des choses, que ce soit des produits, que ce soit des idées, ou que ce soit des comportements. Donc, cette transformation du citoyen en consommateur va entraîner au niveau de la matière, au niveau de la façon de l'informer, le recours à des procédés qui sont des procédés publicitaires. Et donc, on va arriver de plus en plus à des procédés de pub pour apporter de l'info ou de la pseudo-info. Et là aussi, il va être toujours très difficile d'arriver à distinguer entre les deux. C'est ainsi qu'on va arriver, faute de connaissances ou de culture, par créer du background, ce qu'on appelle. Le background, on en a besoin dans tous les articles pour rappeler un peu, pour situer les choses pour que le lecteur puisse comprendre. C'est un élément noble et c'est un élément indispensable dans notre métier. Mais le background de l'individu qui va recevoir un certain message, ça en revanche, ça peut se modeler, ça peut se façonner. Alors ça se façonne sur le long terme quelquefois, comme par exemple
le message hollywoodien, quand même, porté depuis, en gros, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, même si avant il y avait aussi du cinéma, mais disons, le message d'une manière réfléchie est porté là, avec certains types de valeurs, avec l'idée que l'Américain est toujours le gentil, que sa façon de réfléchir est toujours la bonne, que ces éléments de jugement sont toujours ceux qu'il faut avoir. Et en s'appuyant là-dessus, on va arriver à créer, toujours sur le mode du feuilleton qu'on sert à la louche, partout, on va avoir le gentil, le méchant, la personnalisation, de façon à ce que on soit en position de consommateur, de spectateur du feuilleton, et qu'on puisse discerner assez facilement celui qui est gentil, celui qui est méchant, et de ce fait, on va arriver à prendre des positions dans la mesure où on va nous fixer un certain nombre d'images qui vont jouer sur nos émotions ou sur notre background culturel dont on n'est pas forcément conscient. Alors l'exemple de la petite fille qui pleurait là tout à l'heure, enfin de la jeune fille qui pleurait tout à l'heure pour justifier l'intervention en Irak, c'est une excellente illustration de l'utilisation de ça. De même, on va utiliser dans l'émotionnel, alors pour des parties que nous connaissons mieux, notamment avec Stéphane, dans le conflit en Tchétchénie, en Russie, le Tchétchène était le gentil. Donc tout ce qu'il faisait était bien. Et du coup, on allait être obligé de dissimuler un certain nombre de choses quand c'était moins bien. J'y viens tout à l'heure au niveau justement des procédés. Cette histoire de citoyenneté transformée de citoyen transformé en consommateur, de méthodes de l'info devenant de plus en plus des méthodes de com et de pub, fait évidemment qu'on assiste à une standardisation, non seulement des contenus sur lesquels vous avez assisté, du mainstream, ce qu'on appelle la pensée dominante, mais aussi des procédés, mais aussi de la forme. Donc ça aussi, ça mérite une certaine réflexion. Alors maintenant, du coup, qu'est-ce que vont vouloir dire des choses comme objectivité? Nous, dans le métier, évidemment, on emploie très rarement cette terminologie d'objectivité, parce que ça ne veut plus dire grand-chose. Quand vous avez personnalisé, par exemple, il est évident que dans la mesure où on est dans une mode de caméra subjective, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un, vous n'allez pas être objectif, puisque vous allez forcément adapter le point de vue de ce quelqu'un avec lequel vous montrez l'événement. Mais en plus de ça, c'est pas l'objectivité en soi qui est important, parce que ça se voit. Si vous racontez un fait patent d'une manière en disant, je dis bien, ouais, ce monsieur méchant, il a fait quelque chose de très méchant, personne ne va vous croire, parce qu'eux, ils le voient bien, et ils vont juger en fonction de leurs critères. Donc, l'objectivité, c'est pas ça l'important dans la guerre de l'information. Ce qui est important, c'est d'autres méthodes de la guerre d'information, et parmi les procédés, je vous en cite quelques-uns, il y a, bien évidemment, le principal, c'est ne pas dire. Ce qu'on ne dit pas est souvent le principal. Alors, de ça, attention, il y a un ne pas dire journalistique qui est génétique. C'est-à-dire qu'il est bien évident, ça dans toutes les écoles de journalisme, c'est le fameux truc que les journalistes ne parleront forcément que du train qui arrive en retard. C'est d'actualité. Celui qui arrive à l'heure, ça n'intéresse personne. C'est le fameux truc, là aussi, des écoles de journalisme. L'info, c'est pas le chien qui mord l'évêque, mais en revanche, si un évêque mord un chien, c'est bon. Vous voyez, donc, il y a cet aspect-là. Donc ça, je ne le nie pas, et puis vous avez la proximité de l'info. Donc, évidemment, vous n'allez pas parler d'un fait divers qui s'est passé à 500 ou 600 km. Bon. Mais, en revanche, il y a aujourd'hui une façon de ne pas dire. Alors, vous prenez l'exemple de la guerre du Vietnam perdue à cause de l'information. Ah oui, bon, ça a été suivi par la grenade, où il n'y a eu aucun journaliste qui a pu y aller. Ou par l'intervention en Irak, où aucun journaliste n'a pu aller sur le front, et on montrait que les images avec de la bonne musique, et puis des GI qui étaient en uniforme propre, etc. C'est pareil, évidemment, le pas dire, c'est aussi ce qu'on a pu dire sur la Syrie, ou ce qu'on ne dit pas justement sur la Syrie, notamment comment les djihadistes coupent les têtes des chrétiens au couteau, etc. Ça, c'est des scènes qu'on ne vous montre jamais. Puisque le djihadiste est dans
la catégorie des gentils. Sauf que maintenant, il est aussi dans la catégorie du méchant depuis qu'il est en Irak, mais c'est les mêmes. Et ça, on commence à être embêté là. Et puis, quand c'est des petits jeunes des banlieues qui vont aller rejoindre le djihad, puisqu'on leur a dit que c'était gentil, c'était les Syriens gentils qui se battaient contre le méchant Assad. Mais eux, là, ils deviennent méchants. Ouh là là, c'est quand même très compliqué, hein, avouez. Donc, il y a un petit effet boomerang du mainstream, quand même. Et puis, on a un problème, nous aussi, d'arriver à s'y retrouver dans tout ça. Hein. Ensuite, par exemple, ne pas dire le massacre d'Odessa. À Odessa, il y a eu un massacre d'une 50aine de personnes au moins, qui ont été tuées, puis brûlées. Il y a eu des scènes absolument horribles d'une femme de ménage qui a été étranglée avec ces hurlements qu'on entend sur une vidéo qui a été prise, et l'assassin qui ensuite fait des you-you par la fenêtre, et il est applaudi par la foule des assassins qui sont sur la place. Tout ça, dans la presse occidentale, rien du tout. Rien. Sauf dans Libération, on vous raconte ces deux supporters d'équipe de football qui sont un peu disputés, et puis ils ont mis le feu parce qu'ils étaient un peu situés. C'était les Maïdanistes, c'est-à-dire le Paris-Sector, ceux qui ont fait le coup d'État du 21 février, qui massacraient les gens d'Odessa qui étaient contre le gouvernement de Kiev, notamment, et les gens des partis de gauche, parce qu'ils sont plutôt d'extrême droite. Donc voilà. Donc, mais dans la mesure où c'est des gentils, ici on n'en a rien dit. De même, sur l'histoire des armes chimiques, on n'a pas parlé, par exemple, des premières utilisations d'armes chimiques en Syrie. Quand c'était en mars, on a parlé de celle d'août, mais on n'a pas parlé de celle de mars, où il y a eu des pièces qui ont été fournies à l'ONU, et on sait que c'était les rebelles qui les ont utilisées, et non pas les gouvernementaux. Mais bon, là, ça n'arrangeait pas, on n'en parlait pas. Pour le module, c'est beaucoup plus ambigu, on ne sait pas bien, etc. Ensuite, il faut déformer. Alors, pour ne pas dire aussi, dans le ne pas dire, il y a un exemple très récent. Vous avez entendu sans doute l'interview de Poutine sur TF1 et Europe 1. L'interview a duré 41 minutes, elle a été ratatinée à 24 minutes. On a enlevé en plus des passages assez intéressants. Donc, même d'un chef d'État, on coupe. Et puis en plus, on l'a saucissonné, on l'a rendu en salami, ce qui a permis de faire des commentaires à chaque fois pour désamorcer ce qu'il a pu dire. Donc, parce qu'il a été bon. Il est bon en presse, Poutine, donc c'est un bon client, ce qu'on dit en télévision, et il ne fallait pas que ça passe, puisqu'il est méchant. Donc on va déformer aussi. Alors le même Poutine, vous l'avez peut-être vu dans ses clips de propagande de l'élection présidentielle, à un moment on le voit, il pose avec un tigre. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est une image un peu subliminale, là, c'est passé très vite. Mais sur France 2, vous avez pu avoir une image au moment où il y avait Depardieu qui donc avait demandé le passeport russe, qui voulait fuir l'impôt. Alors lui, il était très très méchant de fuir l'impôt. Charles Aznavour, Alain Delon, ils sont chez vous. Lui, non, ils sont très très gentils. Johnny Hallyday, bien sûr, auquel après on paye en plus, pour faire son spectacle au Trocadéro. Tout ça va bien, pas très bien. Mais Depardieu, lui, oui, vraiment, c'est vraiment ça. Et au même moment, Brigitte Bardot a eu des problèmes avec des éléphants tuberculeux, je ne sais plus où. Et à cause de ça, elle a voulu demander un passeport russe. Bon, elle a fait de la com, elle aussi. Et bien sûr, France 2, c'est devenu... Et cet imbécile de Brigitte Bardot, donc ils ont parlé de Depardieu, et cet imbécile de Brigitte Bardot qui veut demander un passeport russe, elle ne sait pas que Poutine est un chasseur, etc. Et on montre Poutine en train de tirer au fusil. Et manque de peau, c'était effectivement un clip de propagande de Poutine qui a été détourné, et il tirait effectivement au fusil, mais il tirait les aiguilles hypodermiques pour endormir les fameux tigres pour un programme de sauvetage des tigres de l'amour. Vous voyez, voilà, ça c'est la déformation, et à un sacré niveau quand même. Enfin, c'est sur France 2, au JT de 20h. Au même type de déformation, vous avez... Des manifestations, rappelez-vous, sur les tournements d'images sur le Tibet, où on présentait des photos de répression au Népal en faisant... C'est devenu un grand n'importe quoi sans que ça dérange personne. Et l'ennui, c'est que c'est sur des grands médias, enfin, qui sont censés faire attention aux sources, etc. Enfin, c'est quand même... Vous ne vous rappelez pas, sur la guerre du Golfe, ils ont montré des marées noires alors que c'était filmé en Bretagne. Ils ont dit que c'était dans... Enfin bon, bref. Non, il y a eu beaucoup de choses comme ça, malheureusement. Hein. Alors, ensuite, je crois
voyez un peu les... Évidemment, c'est très difficile d'arriver à s'y retrouver, quoi. Il faut sans arrêt se poser la question, on n'est pas comme ça, mais ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent démontrer par là? C'est un plan large, c'est un plan serré, c'est un plan comment? Et puis qu'est-ce qu'ils disent là? Et puis comment je peux vérifier? Ça devient épouvantable. C'est vrai que ça, c'est fatigant, quand même. On peut se douter que s'ils considèrent que quelqu'un est méchant, ils en rajoutent, donc on peut peut-être se dire, oh là, il y a peut-être autre chose à voir. Ensuite, bon, ben, un des procédés dont j'ai déjà parlé, c'est la personnalisation. C'est-à-dire, on fait pleurer la jeune fille, là, pour dire, vous voyez, comme ils ont été, comme ils ont massacré ma famille, ils ont ceci, cela, bon, enfin, et on utilise, bien évidemment, en ayant et le gentil et le méchant. Alors, ça a été fait beaucoup sur l'avant. Il y a des ratages quand ils ont voulu faire parler une femme Fox News à propos de la Géorgie. Et que la femme... C'est une petite fille. C'était merveilleux. Oui, oui. Elle dit tout le contraire de ce que le journaliste attend qu'elle dise. C'était sur Fox News. En gros, c'était une famille d'Ossètes qui habitent aux États-Unis, qui étaient allés en vacances en Ossétie du Sud, voir leur famille, et elle venait de revenir à cause de la guerre, effectivement. Hein, et donc Fox News l'a trouvée, puis visiblement, le journaliste de Fox News ne voulait pas très utile, ne voulait pas savoir. C'est normal. Ils arrivent à se retrouver entre les Ossètes, les Géorgiens et tout ça, c'est quand même pas évident. Et ils ont commencé à interviewer la gamine en disant alors, ces Russes, puisqu'ils étaient persuadés que c'était les Russes qui avaient attaqué l'Ossétie, alors que c'était les Géorgiens quand même. Hein. Alors ces Russes, ils ont été monstrueux avec vous, ils ont bombardé. Et au début, il n'a pas dit c'est Russes. Alors ils vous ont bombardé, ça a été terrible pour vous. Il dit bah oui, ça a été terrible, ils ont tiré, on était la nuit avec ma grand-mère. Puis c'était bon parce qu'elle racontait le récit comme aime Fox News. Avec le côté personnalisation, il y avait le déjeuner, on voyait tout, enfin, on imaginait la scène, puis c'était une petite gamine qui parlait avec l'accent américain, une petite américaine, une de chez nous, une gentille, quoi, par définition, puisque américaine. Et puis elle dit, et puis le gars il en rajoute, et puis alors ils ont tiré là, puis ils ont voulu détruire, et ils ont tiré sur votre grand-mère, hein, ils ont voulu tuer votre grand-mère. Ben oui, ils ont voulu tuer ma grand-mère, ben, c'était bon, elle commençait à pleurer, c'était excellent. Il dit, oui alors donc ces Russes là, quand ils ont dit, mais non, c'était pas les Russes, c'était les Géorgiens. Ah, nous avons justement un message de publicité à faire passer. C'est magnifique. Je crois que ça doit être encore sur YouTube. Ça n'a pas été effacé. Si ça n'a pas été effacé, c'est sur YouTube. Au niveau d'Odessa, il y a également une petite anecdote personnelle. Il y avait une information justement qui était passée sur BFM TV très rapidement vers midi, peut-être le lendemain où le massacre avait eu lieu. Et il y avait un caméraman français avec un journaliste qui était justement au niveau du piéron, enfin de l'escalier du bâtiment où l'incendie avait été propagé. Et faire une intervention, enfin une interview vraiment en direct. Hein. Et je regarde la télé, hein, j'étais là, je dis tiens, qu'est-ce qu'ils vont sortir comme information? Et je vois un insigne en fait qui est derrière le journaliste, qui est en train de filmer le caméraman, et petit à petit, en fait, le journaliste s'était un petit peu déplacé et envoyé en fait que c'était une croix celtique qui avait été taguée sur le bâtiment. Et le journaliste, je le sentais en fait indirectement parce qu'il a demandé le caméraman a demandé au journaliste de sortir du champ pour ne pas en fait que lui puisse montrer à la caméra la croix celtique et montrer que le bâtiment a été assailli par des personnes certainement d'extrême droite. Et j'ai automatiquement envoyé un tweet en mettant le hashtag et l'arrobase de BFM TV en décrivant la scène. Bizarrement, l'image n'est jamais réapparue à la télévision. Il y en a eu plusieurs dans le même cas, c'est simplement BHL qui posait sur les vendeurs de papier, qui posait sur le Maïdan en expliquant il n'y a absolument pas de nazis ici, c'est la propagande russe qui dit ça, et derrière lui il y avait un portrait de Stepan Bandera. Là aussi c'est la connaissance. Alors Stepan Bandera, c'est donc un nationaliste ukrainien qui était né encore en Autriche-Hongrie quand la Galicie appartenait à l'Autriche-Hongrie, puis devenue polonaise, et qui pendant la guerre, était le nationaliste ukrainien qui a formé les légions ukrainiennes et les divisions SS, comment ça s'appelait déjà, je me souviens plus. Il y en avait deux. Enfin, bon, bref, voilà, oui. Alors, qui était tellement d'ailleurs nationaliste ukrainien, quand même, qu'après il est bousillé. En gros, sa doctrine c'était il faut noyer les Moskalis, donc les Russes, dans le sang des Juifs et des Polonais. Vous voyez, il avait un vaste programme quand même. Hein. Mais il a commencé à l'appliquer en Volhynie, en Pologne notamment en crucifiant des enfants et des choses comme ça polonais. Donc c'était quand même pas triste hein, comme individu.
Et du coup, les Allemands, en plus, comme il exagérait un peu avec son nationalisme polonais, ils l'ont ramené pendant un an en Allemagne, mais tous ses partisans continuaient, avec un M. Szukiewicz notamment, dont les portraits aussi ornés de Maïdan, continuaient à servir dans la Wehrmacht, et surtout comme légion SS. Il y avait 2 divisions SS quand même, hein, ukrainiennes. Bon, bref, dont certaines qui sont venues ici se bagarrer aussi contre la résistance. Bon, ensuite, un des procédés, je reviens à mes procédés des formations et de guerre d'information, il faut aussi discréditer les sources. Alors, la discréditer les sources, c'est par exemple, vous avez eu un très bel exercice là-dessus, dans Le Monde, qui est quand même un des grands participants à la guerre de l'information, en tout cas contre la Russie actuellement, c'était l'appareil de propagande de Poutine. C'était assez amusant parce qu'il y avait beaucoup de choses dans ce qu'il écrivait qui étaient exactement l'appareil de propagande du Monde. Mais bon, c'était assez bien foutu, en plus il y a plein de drapeaux rouges et tout, comme ça l'assimilation soviétique, Russie actuelle, etc., était tout à fait dans les tuyaux. Bon, moi je me suis heurté à ça, j'ai été plusieurs fois invité sur des plateaux, comme je défendais un peu une position plus européenne en disant, attendez, on est en train de marcher sur la tête, pourquoi on est allé faire la guerre là-bas, pourquoi on n'a pas répondu alors que l'Union européenne a été sollicitée à plusieurs reprises. Bon bref, on m'a traité, agent poutinien, agent du KGB, payé par le Rosatronigesto. Alors si vous savez ce que Rosatronigesto, c'est les centres culturels russes, vous voyez, ils payent à peine leur personnel. Enfin bref. Mais bon, ça faisait rien, ça faisait spécialiste. Quoi. Mais donc le discrédit de la source est quelque chose de permanent et de systématique. Quoi. Donc sachez-le aussi, si on veut trop discréditer une source, il y a peut-être des raisons. Mais bon, évidemment, ça aussi repose sur le fait que dans la com, la source, elle est évidemment pas fiable. Enfin, elle n'est pas fiable, elle est fiable, mais elle est fiable pour son message. C'est-à-dire qu'il faut être conscient du message qu'elle veut apporter. Donc voilà. Ensuite, je voulais simplement dire 2-3 mots sur le problème du statut du journaliste, qui alors, en France est quelque chose qui souffre actuellement. C'est une profession qui devient de plus en plus précaire. Donc ça permet à peu près à tous les abus, parce que les gens, pour maintenir leur boulot, pour avoir leur pige, évidemment qu'ils ne vont pas contredire ce qu'ils sentent être ce que veut la direction du journal ou la rédaction en chef. Donc ça, c'est un aspect très important. Moi, je me suis heurté à ça. Bon, moi, à l'époque, j'étais correspondant de l'AFP, donc j'étais salarié, j'étais peinard, à la limite, hein, mais j'ai travaillé beaucoup pendant la guerre de Yougoslavie. C'est évident que beaucoup de gens, c'était des étudiants sortis d'école qui venaient pour essayer de se faire une place. Ils venaient au bureau de l'AFP prendre de l'info. Je les entendais ensuite sur des grandes radios françaises internationales, disons, et ils racontaient n'importe quoi. Ça ne correspondait pas du tout à ce qui savait de l'événement. Quand je leur demandais, ils me disaient oui, c'est ce que Paris voulait que je dise. Bon, c'est très embêtant. Mais enfin, en tout cas, alors, est-ce que l'Internet, par rapport à ce mainstream qui existe, est-ce que l'Internet est réellement la réinformation ou la compensation, comme vous disiez, qu'on peut penser? Alors, oui et non. Oui, heureusement, il y a l'Internet. Oui, heureusement, il y a des sites de réinformation et de compensation, mais comme vous dites, ce sont des poches, des bulles. Je vois, sur l'Ukraine, il y a l'Écrise, par exemple, de Verrier. Je vous conseille fortement ce site, il est excellent, et il obéit aux règles journalistiques. Ce que ne font pas beaucoup d'autres. Les règles journalistiques, c'est notamment de vérifier quand même les sources, c'est de ne pas dire n'importe quoi, de ne pas calomnier les gens, de respecter le droit et à l'image et à la réputation, de ne pas annoncer des nouvelles tragiques sur une famille sans avoir prévenu la famille. Enfin, il y a un certain nombre de règles que nous, professionnels, respectons et que, évidemment, ne sont pas du tout respectées sur Internet. En plus de ça, il y a évidemment tout un tas d'informations qui sont simplement des règlements de compte, de la calomnie contre les gens, etc. Et donc, ils ne sont ni fiables, ni dignes de figurer dans de l'information. Donc, il y a du n'importe quoi. Et puis, sur les réseaux sociaux, il y a le jeu de la guerre de l'info. Comme vous le savez, les services américains, notamment, ont des gens qui surveillent tous les Facebook, tous les différents Facebook de tous les différents pays, puisqu'il y en a quand même plusieurs, même des tweets, et vous pouvez les repérer assez facilement parce que dans les commentaires et dans les réactions, quand il y a quelque chose qui va commencer à desservir la politique du moment des États-Unis, puisqu'elle change un peu dans la convo-djihadiste par exemple, eh bien hop, on va avoir une phrase ou un élément ou un commentaire, ils vont tous plus ou moins aller dans le même sens, pour rattraper et justifier la politique des États-Unis et jouer justement sur le côté, attention, ce sont des gentils, ce sont des démocrates, ce sont des gens qui défendent les droits de l'homme.
ça va être dit beaucoup plus habilement que ça, mais enfin, en gros, vous arrivez à les retrouver une fois que vous connaissez un peu. Bon, mais ce que je dirais, c'est le côté boomerang. C'est le côté boomerang de l'affaire, et notamment, bien évidemment, comme on ne va plus faire confiance aux organes d'info officiels et au mainstream, eh ben, on va se tourner vers du populisme, vers d'autres courants. Le meilleur exemple qu'on peut trouver, que ce n'est quand même pas fatal, quoi, le mainstream, c'est, vous vous souvenez que pour le référendum sur la Constitution européenne en 2005, tous les médias étaient pour le oui, et les Français ont été à 55% contre pour le non. Eh bien, je pense que donc, le monde orwellien, il existe une info de la cuisine, je dirais. Et puis, mais il y a un très gros risque de boomerang. Merci beaucoup. La parole à M. Pichon, justement, qui va revenir sur un cas d'école, qui est le cas de la Syrie. Alors, merci beaucoup de votre invitation. En bon élève, Christian Arbulot m'a demandé de traiter de cela, mais en fait, je n'ai pas tellement envie de vous raconter à nouveau, parce que je pense que vous êtes aussi bien informés que moi, les péripéties auxquelles il a été fait allusion de ce conflit en Syrie. Je valide d'ailleurs en partie, en grande partie, tout ce qui a été dit. L'expérience que je crois, Christian voulait que je vous livre, c'était, moi je suis chercheur arabisant, j'ai vécu au Moyen-Orient, ça fait plus d'une dizaine d'années que je le parcours, et là, depuis 3 ans que le conflit effectivement avait éclaté, j'ai été appelé consultant pour un certain nombre de médias, et en fait, cette intervention aujourd'hui m'a permis de faire une espèce de chose à laquelle je pensais depuis longtemps, me faire en quelque sorte anthropologue ou ethnologue de ce milieu que je ne connaissais pas, qui est, moi je ne suis pas journaliste, hein, qui est celui du journalisme. Et je vais essayer de vous expliquer mon expérience modeste, hein, depuis 3 ans que je fais des plateaux télé, ou que je réponds à un certain nombre d'articles ou de journalistes, que je côtoie ce monde de journalistes, et bien vous raconter un certain nombre d'anecdotes qui valident en grande partie ce qui a été dit avant, et peut-être aussi qui montrent qu'il s'agit d'un milieu qu'on peut quand même assez apprivoiser, à condition de prendre un certain nombre de précautions. D'abord dire la vérité, je crois qu'on ne peut pas justifier effectivement l'utilisation de fake ou des campagnes de presse, c'est-à-dire reprendre un petit peu les mêmes armes que nos ennemis, mais dans la mesure où le conflit syrien a quelque chose d'assez emblématique. Je repartirai de ce que disait mon prédécesseur, c'est-à-dire il y a quand même visiblement quelque chose qui s'est passé depuis 1 an ou 1 an et demi, c'est-à-dire que les opinions publiques sont de moins en moins enclines à gober l'image effectivement du révolutionnaire qui prend de plus en plus l'aspect d'un barbu qui décapite ou égorge un certain nombre de personnes. Et donc il y a un gros doute, effectivement. Et donc là, on arrive dans cette espèce de moment du doute. Moi, j'en ai profité pour publier un bouquin que j'attendais de publier, qui est vraiment ce moment de doute. Et il s'est passé un certain nombre de choses assez incroyables dans la réception de mon livre. Enfin, je ne suis pas là pour faire la promotion de mon livre, hein, mais il s'est passé un certain nombre de choses intéressantes, et notamment, j'ai reçu beaucoup de confidences de journalistes, de médias aussi divers que les rédacteurs chefs de Canal+, France Info également, il y a 15 jours, c'était surréaliste après un passage sur France Info. Voilà, donc moi j'ai été un peu propulsé malgré moi dans cet univers, et je vais essayer de vous livrer un petit peu mes impressions, et pas tellement revenir sur le conflit syrien, je ne vais pas vous faire un cours de géopolitique, ça je le garde pour mes étudiants de prépa, et je pense que vous êtes très au fait de la chose. Alors, j'ai fait un plan en 3 parties comme en prépa, rapidement. Tout d'abord, je voulais dire que effectivement, pour le traitement du conflit syrien, on a eu droit à une sémantique bien rodée, hein, qui ressemble à celle qu'on avait déjà vue dans les années 90, mais qui est accompagnée, qui est servie par, ça c'est la deuxième partie, des médias suivistes. Hein, il y a un effet de psittacisme sur lequel je reviendrai, qui me semble important, mais qui au final, en fin de compte, échoue sur la question syrienne. Et ma troisième partie sera la question des causes, c'est d'identifier les causes de cet échec, de ce discours qui n'a pas été si performatif que ça. Donc une sémantique bien rodée, on va la retrouver essentiellement
autour de 3 grands termes qui ont été utilisés jusqu'à ad nauseam dès les débuts du conflit. C'est le terme de révolution d'abord, le terme de massacre, qui a été fait allusion juste avant. Le massacre, c'est très très important dans le système médiatique, surtout lorsqu'on traite un conflit, lorsqu'il s'agit évidemment de persuader de la bonne cause. Et enfin le terme de communauté internationale. Et moi j'ai vu au fur et à mesure de ces trois années, petit à petit dépérir ces termes. Mes interlocuteurs, voire mes contradicteurs de temps en temps, ne plus les utiliser, ne plus utiliser le terme de révolution par exemple. Il y a toujours des irréductibles, enfin c'est pas des Gaulois en l'occurrence, c'est des Syriens qui continuent d'y croire, mais même les journalistes, je prendrai quelques exemples sur France 24 par exemple, je voyais bien le désarroi des journalistes qui n'arrivaient même plus à y croire à la révolution. En fait, le discours tombait complètement à l'eau. Donc, d'abord, la révolution syrienne, le conflit en Syrie est présenté comme une révolution, et immédiatement, et on comprend pourquoi, cela suscite une forme d'empathie, en tout cas de la part des journalistes et des gens qui interviennent et qui sont chargés au début, puisque c'est leur travail, de décrire cette crise. Le plus malheureux, c'est que certains chercheurs, qui c'est pas normalement le travail, ne s'embarrassent pas non plus de considérations sémantiques et vont reprendre eh bien, ce terme de révolution à leur compte. Et du coup, alors là, pour le coup, ne plus être du tout dans leur rôle de chercheur, puisque non, la révolution est quelque chose de très subjectif, c'est quelque chose qui renvoie en plus à des catégories mentales, historiques, culturelles, qui sont celles de l'Occident, et un tout petit peu d'étymologie arabe, je vais vous en dispenser, enfin, je vais vous donner juste deux termes, aurait permis de voir que, effectivement, en français, on va dire révolte et révolution, ça va évoquer, bon d'abord c'est la même racine latine, ça va évoquer une sorte de gradation, il y a une révolte et puis une révolution, donc il y a une dimension politique. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout en arabe. D'abord, les deux termes sont différents. La révolte va se dire intifada, ça c'est un terme que vous connaissez, et la révolution c'est thawra. Thawra qui en plus a une résonance islamique qui n'a rien à voir avec les résonances révolutionnaires que nous on pourrait leur donner. Une résonance islamique péjorative d'ailleurs, au passage. Bon. Alors c'est assez compliqué d'expliquer ça sur un plateau de télé évidemment parce qu'on est pris par le temps, mais bon, alors moi j'ai fait partie des gens, des grincheux qui au début essayaient d'expliquer que c'était pas aussi simple que ça. À vrai dire, ce positionnement des médias, il ressemble beaucoup à celui qui avait été celui des médias français au moment de la guerre du Liban. Alors moi j'étais un peu jeune pour la suivre, mais après tout j'ai lu plein de bouquins. Vous aviez, dans la guerre du Liban, immédiatement une empathie. Alors c'était pas des révolutionnaires, c'était des islamo-gauchistes. Alors là, c'était quand même incroyable, les journalistes avaient réussi quand même à accoler les deux, mais on était dans les années 80. C'est au temps où, à la limite, dans ces islamo-gauchistes, d'ailleurs, il y avait... Islamo-progressistes, pardon. Islamo-progressistes. Bon, les islamo-gauchistes, c'est à mon avis leur... Oui, et puis le Hezbollah tombait dans les islamo-progressistes. Parce que c'est à l'époque aussi où l'Iran se pose en défenseur des opprimés. Ce discours sur l'oppression est très très important actuellement, même dans la crise irakienne, si vous voulez. Et il n'est pas totalement faux d'ailleurs et inopérant. La communauté sunnite, en tout cas les populations sunnites d'Irak, considèrent, plus ou moins quand même à raison, qu'elles ont eu à souffrir d'une sorte de discrimination de la part des chiites incarnés par le gouvernement maliki. Mais le discours des opprimés, de l'oppression, c'est quelque chose qui est très fort, qui est très fort dans comment dire, le carburant de l'islamisme, et qui du coup rejoint par à mon avis, quelque chose qui est tout à fait fortuit, notre empathie naturelle pour les faibles, pour les opprimés, versus les méchants. On retrouve beaucoup ce discours actuellement. Bon, pour des raisons professionnelles, je suis obligé de suivre beaucoup des comptes Twitter de certains petits Français, justement, qui, on dirait un de mes contradicteurs sur Twitter, nos jeunes compatriotes qui sont actuellement en Mésopotamie. La question de l'oppression revient en permanence. Donc on avait des islamo-progressistes, et en face on avait, et ça le terme était piégé, les phalanges chrétiennes. Les phalanges chrétiennes, donc vous imaginez bien à quoi ça renvoyait, sauf qu'en arabe on ne dit pas phalange, on dit
Katiba ou Kataeb au pluriel. Exactement le même terme qui actuellement désigne les gentils, c'est-à-dire les brigades qui combattent le régime de Bachar el-Assad. Mais là, les journalistes, ça ne les dérange pas de parler de Katiba ou de Kataeb ou de brigade. Ils ne vont pas utiliser le terme de phalange, hein, qui était une traduction malheureuse qu'avait donnée Pierre Gemayel, qui était un francophone, enfin il était libanais mais francophone, donc il avait malheureusement traduit les Kataeb par phalange, hein, et donc avec l'allusion au Portugal de Salazar. Voilà, donc de la même manière, donc les intellectuels se sont positionnés un peu de la même façon, et puis assez vite on nous vend une révolution, même si on n'est pas très regardant sur les méthodes, hein, et encore une fois, l'utilisation de ce terme sémantique, hein, ne tenait absolument pas compte du contexte culturel, du contexte religieux, tout simplement, hein. Donc voilà, une projection ethnocentrée, européano-centrée sur une partie du monde que certains journalistes ne connaissaient pas. Deuxième terme, les massacres, hein, la question des massacres, mais qui, à mon avis, dans le cas syrien, a montré ses limites. C'est inopérant, ça devient inopérant, il y en a eu tellement d'ailleurs. Hein, en Yougoslavie, au moins, c'était simple dans les années 90, il en suffisait d'un, Srebrenica, le marché de Marcalais, l'affaire du bombardement de Marcalais, et hop, vous aviez tout de suite votre intervention internationale, vous pouviez vendre ça facilement aux opinions publiques. En Syrie, on les accumule, les massacres, je mets des guillemets, je ne dis pas qu'ils n'ont pas eu lieu, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des morts, je renvoie à l'utilisation logomachique, en fait, hein, du terme de massacre. Et donc, quand éclate la crise syrienne, bon, assez rapidement, la mécanique se met en place, mais ça ne marche pas. Ça marche pas. Donc on a ces expressions, Bachar el-Assad massacre son peuple, il a fait 160 000 morts. Bon, les chiffres de l'ONU sont ce qu'ils sont, n'empêche que dans les 160 000 morts, tout le monde s'accorde à dire que la moitié au moins des pertes sont des loyalistes ou des membres de l'armée régulière. Alors je veux bien qu'ils soient responsables d'une certaine manière des gens qui l'envoient combattre, mais les gens de l'armée régulière sont relativement volontaires. Hein. Donc vous voyez, bon, là aussi on est dans la morale. Et finalement on en arrive à quelque chose d'assez pervers auquel j'étais confronté sur des plateaux, c'est que quand vous dites que ce genre de... Enfin, quand vous ne voulez pas recourir à l'émotion et que vous dites il faut raison garder, évidemment on vous accuse, on vous demande, on vous somme, vous êtes arrivé sur un plateau, je n'ai pas aimé, on vous somme de montrer de l'emphase, de l'empathie. On vous somme de montrer sur le plateau de l'empathie. Et vous êtes obligé de dire, écoutez, le problème n'est pas là. Je ne suis pas là pour parler de cela, je suis là pour expliquer la situation. Et quand vous dites, bizarrement, les partisans de ceux qui disent qu'il faut une tentative plutôt des médiations, il faut essayer d'encourager des négociations, notamment, par exemple, en ne braquant pas les Russes dès le début par des phrases malheureuses, eh bien, c'est cette attitude-là qui est qualifiée de faute morale. Hein. C'est ça qui est immoral, alors que s'appuyer sur l'émotion pour réclamer une intervention, ça, c'est quelque chose qui est du côté du bien. Alors que l'on sait depuis les années 90 que c'est terminé. La guerre du zéro mort, les frappes chirurgicales, tout ça, c'est inopérant, hein, ça ne marche pas. Donc par un curieux renversement de perspective, vous êtes du côté de l'immoralité. Enfin, le terme de communauté internationale, je ne reviendrai pas là-dessus, ça prend des proportions totalement ridicules, dans la mesure où, alors ça, il m'a été donné de pouvoir rétorquer très doucement et très calmement à cet argument, en demandant juste qu'est-ce que signifie la communauté internationale quand l'immense majorité des pays du monde n'appartient pas à ceux qui sont partisans une intervention en Syrie. Que veut dire l'intervention internationale, la communauté internationale dans ces conditions, hein, et de rappeler qu'un certain nombre de résolutions qui n'étaient pas, qui étaient purement consultatives au sein de l'Assemblée générale de l'ONU concernant la Syrie ont récolté une majorité de non, y compris par des grands pays. Là aussi, la Russie a servi de souffre-douleur à tout le monde, la Chine un petit peu aussi, mais on était étonné d'apprendre que l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Argentine sont des pays qui ont à de nombreuses reprises voté comme la Russie. Alors pas au Conseil de sécurité, parce qu'ils ne sont pas membres, en tout cas pas membres permanents, mais au sein de l'Assemblée. Voilà. Donc
la communauté internationale qui s'avère être une coquille vide et qui s'avère être une espèce de projection, ce que les Russes appellent l'occidentalisme, hein, d'une certaine manière, c'est-à-dire une manière de prendre ses rêves pour des réalités, il faut bien le dire. Alors, une sémantique bien rodée, même si vous avez déjà compris que je pense qu'elle s'est heurtée un petit peu à la réalité et ça passe de moins en moins, et des médias suivistes. Alors les médias suivistes, dès le début, ils ont été effectivement disposés à servir ce discours immédiatement. Je pense que leurs catégories mentales sont prêtes, je crois que c'est ce qu'on apprend aussi en école de journalisme, et ils ont été d'une certaine manière prescripteurs d'un discours normatif, hein, qui consistait à jongler avec ces concepts-là, pas du tout dans la recherche d'une objectivité quelconque, mais avec cette conscience parfois un peu naïve, je vais vous raconter une anecdote, d'être évidemment tout de suite dans le camp du bien. Je crois qu'il y a un désir très fort, ils ne s'en rendent pas compte, certains journalistes en tout cas, un désir très fort d'être dans le sens de l'histoire et d'être dans le camp du bien. Alors moi c'est quelque chose qui me préoccupe pas a priori, enfin, si vous voulez, en tant que chercheur et historien, et je pensais que les journalistes avaient un petit peu la même démarche épistémologique que nous, c'est-à-dire, bon, a priori, justement, ne pas en avoir. Hein, ne pas avoir d'a priori. Alors, je sors d'une émission un jour sur LCI avec Vincent Herouet, qui est un grand journaliste international, et nous avions expliqué sur le plateau tout un ensemble de choses, et notamment que c'était difficile d'avoir des sources fiables pour savoir vraiment ce qui se passait en Syrie, que toutes les généralisations étaient forcément suspectes. Et donc ça, c'était en off, on sortait du plateau, et la journaliste, une journaliste de télé qui était là, nous dit, ah bah oui, c'est vrai que c'est dur, mais comment vous faites pour vous informer? Alors, on dit, voilà, il y a aussi du flair, enfin, c'est-à-dire, oui, et moi je lui rétorque, et vous, quelle est votre source? Alors elle me dit, bah, nous on regarde beaucoup les communiqués de presse du fameux Observatoire syrien des droits de l'homme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Voilà, qui a été quasiment l'unique source. C'était quand même assez incroyable, l'unique source. Et alors je dis très bien, mais vous les connaissez ces gens? Vous savez que le responsable de l'OSH n'est pas journaliste, hein. Il vit en Grande-Bretagne, il est lié aux frères musulmans, et ça n'est pas un journaliste. Mais surtout quand je vous dis frères musulmans, alors là ses cheveux se hérissent parce que non, c'est pas bon, et elle me répond naïvement, il ne faut pas le répéter parce qu'après je vais avoir des ennuis, mais elle me répond naïvement, ah bon, frères musulmans, mais pourtant il y a droits de l'homme dans OSDH, voilà. Bon, alors je ne veux pas mêler tous les journalistes sur ce modèle-là, mais avec une grande naïveté. Elle était déçue, visiblement. Et bon, d'autant plus que ce que je disais était acquiescé par mon voisin qui connaissait aussi bien la RD, mais la pauvre, elle semblait très déçue. Ouais, très déçue. Donc voilà. Alors, du coup, j'ai vu aussi se réajuster en quelque sorte. Non, pardon, avant de parler de ça, il y a également les petits soldats du bien qui sont envoyés. Alors, je ne sais pas si c'est un phénomène typiquement français. J'ai cru, pour avoir fait de la veille journalistique, j'ai cru déceler quand même dans la presse britannique, la presse irlandaise, la presse allemande même, et la presse américaine, bien plus de nuances dans le traitement du conflit syrien, y compris en sortant des choses qui n'étaient pas jolies, qui ne cadraient pas avec le discours. Il m'a semblé qu'il n'y a pas un organe de presse, ou pas beaucoup d'organes de presse officiels, en tout cas en France, qui ait eu cette capacité à peut-être aller à contre-courant. J'ai vraiment eu l'impression, alors là pour le coup pour la presse française, d'un mainstream sur la question syrienne. Alors peut-être vous ajusterez ça, ou il y a peut-être des explications, mais ça tire aussi peut-être au fait qu'il y a une espèce de collusion très claire dans le traitement toujours de la crise syrienne. Un certain nombre de personnes ont été envoyées, sont montées au front, ou sont montées au front d'elles-mêmes peut-être, parce qu'il y avait des bouquins à vendre derrière, sans doute, qui s'intitulaient chercheurs, qui avaient une casquette universitaire, mais qui avaient aussi une casquette du
service de l'État, certains étaient d'anciens diplomates, qui est une manière parfois habile de dire qu'ils ont tenu une librairie dans un vieux quartier de Damas, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, bon, et qui viennent, alors qui ne sont pas du tout présentés sous cette casquette-là, évidemment. Et puis il y a aussi, je crois, vraiment le cas particulier du journal Le Monde, qui a été, à certaines occasions, sur la question syrienne, vraiment très engagé. Hein. Je crois que c'est un choix personnel de la rédaction. Militant. Tout à fait militant. Et notamment lors d'épisodes sur lesquels il faudra revenir, qui est l'épisode on parlait du sarin tout à l'heure, de ces fameux échantillons de sarin rapportés par, qui auraient été rapportés par des journalistes du Monde. Et ben voilà, vous vous baladez avec des échantillons de sarin, et puis, de tissus contaminés, et puis vous arrivez à Paris, et puis vous allez en mettre, vous allez vous amortir, tout simplement. Voilà. Alors on nous a vendu ça, ça fait rigoler. Enfin, ceux qui étaient un peu au courant des choses ont rigolé, évidemment. Ça s'est évidemment pas passé comme ça. Hein. Les échantillons ont été remis dans la montagne entre Syrie et Liban, bien entendu, et à des gens. Voilà. Donc qu'un organe de presse devienne de petits soldats au service d'une cause plus politique, c'est un peu gênant, évidemment, pour les journalistes. Mais bon, je ne suis pas journaliste. Bon, alors ça, c'était les grandes manœuvres classiques, mais assez rapidement, si vous voulez, ces médias étaient suivis, mais assez rapidement, j'ai eu l'impression d'une sorte de retournement. Alors ce retournement, je crois qu'il y a une question d'audience d'abord. Bon, il ne faut pas non plus se leurrer, la question syrienne n'est pas une question qui passionne, comme d'ailleurs en général les questions internationales ne sont pas des questions qui passionnent l'audimat, ni les lecteurs. Mais je crois qu'il y a eu un réajustement en fonction d'Internet. Je crois qu'on sous-estime, y compris même ce que vous disiez, c'est-à-dire que pour des chaînes d'information continue comme BFM, ou même j'ai vu pour France 24, le fait de tweeter pendant l'émission, qu'il y ait des gens qui tweetent, qui échangent sur ce qui est en train d'être dit, quelque chose auquel les journalistes accordent beaucoup d'importance. Alors en amont, puisque eux-mêmes se servent de Twitter pour annoncer les émissions, et pendant, et évidemment en aval. Et ils sont parfois étonnés, ils disent ah bah c'est marrant parce que les gens vont plutôt dans ce sens-là, etc. Donc Internet, bien entendu, Twitter, je pense, explique certains réajustements. Et du coup, l'effet du psittacisme dont je parlais tout à l'heure joue à plein aussi. Vous avez une parole qui tranche un peu, parce que vous sentez que de toute façon l'opinion publique est en train de se retourner, donc on vous invite. Et on regarde surtout les autres qui vous ont invité, donc du coup on vous veut aussi. Moi, la première tribune qu'on m'a demandé, on m'a appelé pour la faire, dans le Nouvel Observateur, qui pendant 3 ans a servi, avec les 3 termes, la sémantique que je vous ai illustré tout à l'heure, la révolution, les massacres, etc., qui m'avait jamais d'ailleurs demandé aucune interview, me commande une tribune en disant, et c'est eux qui rajoutent le chapeau, vont plus loin que ce que je voulais dire même, Syrie, le grand ratage de l'Occident. Hein, et ça finissait par, c'était une semaine avant les attentats qu'il y a eu à Bruxelles, et je disais, la menace va nous frapper très bientôt, etc. Bon, ça tombait bien. Donc ils disaient, oui, c'est bien, oui, il faut le dire, etc. Alors, ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. Et je crois qu'il y a une espèce de psittacisme, du coup, il y a un effet d'emballement, les gens lisent ça dans le Nouvel Obs, alors du coup, les journalistes vous disent, bon, bah ça y est, puisque le Nouvel Obs commence à le dire, il faut le dire aussi. Et puis, vous avez une espèce d'emballement médiatique à nouveau, mais dans l'autre sens. Donc, le discours peut changer radicalement, le discours que servent les médias, parce que, encore une fois, je ne crois pas au complot, je ne crois pas certains journaux à véritablement un service commandé, hein, mais je crois qu'il y a un effet d'opportunité. Bon, les journaux et les chaînes de télévision et les radios veulent avant tout faire de l'audience. Hein, je veux dire, il faut... Voilà.